Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 22 octobre. Le Tour FC réagit ce soir face à la démission d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur. Jean-Marc Ettori ne mâche pas ses mots, réaction à suivre dans un instant. À Saint-Avertin, en Indre-et-Loire, une entreprise fait le choix d'employer des autistes Asperger. Une précision et une rigueur dans leur travail, remarquée et recherchée par certains entrepreneurs. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons dans la lumière de l'impressionnisme. Le peintre Édouard de Baconsan mis à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Tours. Bonsoir à tous. Indigne, c'est ainsi que Jean-Marc Ettori, président du club, a qualifié le comportement d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tour FC qui a démissionné hier. Un événement qui bouleverse, comme toujours, une équipe en place et qui suscite ce soir de nombreuses réactions. Audrey Champigny. Ce matin, sur les terrains d'entraînement, c'était presque comme si de rien n'était. À une exception près, pas d'Olivier Pantaloni sur la pelouse. À sa place, Alex Dujeu, le numéro 2, l'homme de l'ombre, qui malgré lui endosse le rôle d'entraîneur intérimaire. Pour cet Ardennais de 39 ans, formé à la JOCR ou encore à la Berrichonne, cette démission a été un crève-cœur, mais le club doit aller de l'avant. On s'entendait très bien. Donc moi, ça me fait mal de le voir partir. Après, il avait ses raisons aussi. Donc moi, je respecte ça. Après, on m'a demandé de prendre la suite. Pour le moment, c'est moi. Je vais essayer de donner le maximum. Et j'espère que les joueurs aussi, de leur côté, donneront leur maximum. Pour les supporters des Ciels et Noirs, la décision d'Olivier Pantaloni est regrettable. Pas sûr, en revanche, que cela change beaucoup de choses. C'est dommage, ça vient peut-être pas que de l'entraîneur. Peut-être que le discours passait mal maintenant, donc je pense qu'ils ont voulu faire un déclic. Est-ce que ça va se faire? On verra bien. Côté dirigeant, la nouvelle a été accueillie comme un électrochoc. À la conférence de presse de la mi-journée, Jean-Luc Ettori, peu loquace, avait sa tête des mauvais jours. Le président Jean-Marc Ettori a pris acte de la décision de l'entraîneur Olivier Pantaloni de démissionner, pour des raisons qui lui sont propres. À cause de cette démission, pour pallier à cette démission, Alexandre Dujeu va prendre en charge l'équipe première. Et j'en dirai pas plus que ça. Le comble est que le départ volontaire de l'entraîneur sans indemnité pourrait presque être une aubaine, car il aurait fallu débourser 300 000 € dans le cas d'un licenciement. Pour le président en tout cas, cette démission était préméditée. Ça m'a fait penser à ce fameux commandant du Concordia de chez Costa, qui après avoir fracassé le navire sur les récifs, a trouvé moyen de s'enfuir le premier sur le premier bateau de sauvetage. Qu'il a fait le nécessaire depuis 2 mois. Okay. Selon moi, pour que les résultats ne soient pas au rendez-vous comme il faut, pour pouvoir être licencié. Et ensuite, comme ça n'a pas marché, puisque moi je n'ai pas du tout réagi en ce sens-là, voilà. Donc, ce qui veut dire quoi, c'est qu'il avait pris d'autres engagements, et vous le verrez très vite. Le principal intéressé, lui, se fait discret. On murmure un possible départ à l'AC Ajaccio, un club dont l'entraîneur a été limogé la semaine dernière. Et Olivier Pantaloni n'est en tout cas pas le premier de l'histoire moderne du Tour FC à démissionner. Depuis 2006, date à laquelle le club a retrouvé la Ligue 2, Alexandre Dujeu est en fait le 7e homme à reprendre les rênes de l'équipe. On vous propose de faire un petit bond en arrière ce soir. Romain Daffy. Au rayon des entraîneurs démissionnaires, le Tour Football Club ne connaissait au XXe siècle qu'Albert Fallette. Arrivé en 1999 pour entraîner la CFA, Fallette quitte ses fonctions en avril 2007 alors que le club est dernier de la Ligue 2. Et ce, au soir d'une nouvelle défaite contre le FC Metz. J'ai vu les joueurs, donc je leur ai dit que j'allais prendre du recul par rapport au terrain et que j'allais rester à la disposition de mon président et du club. Donc voilà. Dès la saison suivante, Daniel Sanchez reprend les rênes de l'équipe descendue en National, remonte en Ligue 2, côtoie les sommets sans jamais atteindre la Ligue 1. Après les espoirs et les déceptions, Sanchez s'en va à Valenciennes en juin 2011, club dont il sera limogé en octobre 2013. Pour le remplacer, le club fait le choix audacieux de Peter Zeidler, un entraîneur allemand qui parle couramment le français.
Pour la saison 2011-2012, Zeidler hisse le TFC à une belle 6e place de la Ligue 2. Mais à la rentrée 2012, il est vite limogé après 3 défaites et un nul en championnat. Yvon Jublot, lui-même entraîneur du FC Tours dans les années 70, puis directeur sportif, puis de nouveau entraîneur en 85 avant d'être licencié en 89, se souvient. En ce qui concerne Peter, bon, c'était assez spécial parce que on lui a promis aussi des joueurs, un certain effectif qu'il n'a pas eu. Et d'ailleurs, dès que Marty a fait venir ces 3 nouveaux joueurs, on a commencé à gagner. Et on s'en est sorti, on a fait une très très bonne fin de saison. Bernard Blacard, directeur du centre de formation de l'époque, fait l'intérim de Peter Zeidler avec dans ses rangs Brian Bergugno, Pascal Béranguet et Xavier Thomas, recrutés en août 2012. Un intérim qui va durer longtemps jusqu'à la fin de saison et la vente du club par Frédéric Sebag. Pour Yvon Jublot, la grande différence entre 2012 et aujourd'hui, c'est que hormis le poste de gardien de but, l'équipe du TFC a un potentiel de milieu de tableau. Je pense qu'il faut redonner une âme à cette équipe et surtout l'envie de gagner. Parce que techniquement, on est bien, on a des joueurs qui ont une très bonne technique, mais il faut leur donner la niaque. Et je pensais que Olivier leur donnerait, parce qu'avec le tempérament qu'ont les Corses, on peut compter sur eux pour donner cette niaque. Mais là, apparemment, cette saison, ça n'a pas pris. Bon, peut-être par dépit, par déception de la non-valorisation de cette équipe. Depuis hier, Olivier Pantaloni est donc le 2e entraîneur démissionnaire dans l'ère moderne du TFC et Alexandre Dujeu le 7e à prendre les rênes de l'équipe. Comme Bernard Blacard en 2012, c'est du provisoire qui risque de durer longtemps, le TFC étant interdit de recrutement. Les salariés de Casa Pizza sont déterminés. Ils campent depuis ce matin devant le tribunal de commerce qui s'est saisi du dossier, puis est entré en contact avec le tribunal de commerce de Montpellier, l'adresse même du siège de la société Casa Pizza. On apprenait ce matin que le groupe avait été placé en pleine procédure de sauvegarde. A décidé de se rapprocher du tribunal de Montpellier pour prendre le dossier en main, pour que ça aille plus vite. On essaye de frapper fort pour se faire remarquer et avoir l'aide de l'État et des tribunaux, puisque là, on n'a plus aucune solution, on est démunis, on n'a plus de quoi payer notre loyer, plus de quoi se nourrir, et on en est que on finira à la rue si ça continue, donc on veut se montrer avant. La région Centre pourrait bien changer de nom. La commission du Sénat qui examine actuellement le projet de loi sur les régions a adopté à l'unanimité que la région Centre se nomme désormais Centre Val-de-Loire. Les sénateurs devront se prononcer en séance publique la semaine prochaine. À Saint-Avertin, en Indre-et-Loire, une entreprise fait le choix d'employer des autistes Asperger, ces hommes et ces femmes qui présentent entre autres des difficultés dans les interactions sociales, mais qui ont généralement des capacités intellectuelles exceptionnelles, notamment dans l'informatique et la comptabilité, une précision et une rigueur dans leur travail remarquée et optimisée par certains entrepreneurs. Romain Delville. Sven Tronel est depuis 1 mois et demi en formation par alternance. Opérateur de saisie dans une entreprise adaptée, Sven est autiste, handicap méconnu, invisible et souvent incompris. Dans mon parcours, c'est souvent ce qui a fait défaut. Auparavant, moi j'ai suivi une formation, un parcours scolaire classique. Mais toutes les difficultés que je rencontrais, c'était à la fois d'intégration sociale, et plus tard, quand je me suis mis à travailler, j'avais une certaine lenteur qui prenait toujours le dessus. J'avais un certain stress. Le syndrome d'Asperger a été diagnostiqué chez Sven il y a 2 ans à l'âge de 31 ans. Une révélation pour lui et ses proches. Sa très grande méticulosité, c'est son point fort et son point faible dans le travail, c'est son Asperger à lui. J'ai un travail à faire qui demande beaucoup de rigueur. Je vais être assez méticuleux. Je vais avoir le souci du détail. Je vais avoir tendance à vérifier 2, 3 ou 4 fois la même opération pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur. C'est toujours le souci de bien faire, quitte à vérifier parfois de façon exagérée. Et ça, c'est une caractéristique du syndrome d'Asperger.
Les autres salariés de Socia 3, une filiale du groupe de comptabilité Sorégor, ont été sensibilisés aux troubles de l'autisme, avec des référents pour Sven au sein de l'entreprise. En France, on estime entre 1 et 3% des autistes Asperger à être titulaires d'un emploi. Ces personnes-là sont au bord des routes, au bord des entreprises et ne peuvent même pas franchir le cap de l'entreprise milieu ordinaire parce qu'ils sont entravés dans leur singularité, dans les relations sociales. Ils ont des difficultés à passer un entretien d'embauche. Donc voilà, c'est dramatique comme situation. Donc le but, c'est d'infléchir cette tendance et de prouver qu'on peut embaucher et que ça marche super fort. Pour Sven, l'incompréhension du système scolaire classique, d'employeurs classiques, a maintenant laissé place à un objectif précis et digne de ses capacités, devenir comptable dans 2 ans. Coup d'envoi du chantier du centre de création contemporain Olivier Debré. Un chantier qui commence place François 1er à Tours, à l'emplacement même du futur centre, qui deviendra ainsi le cœur du quartier du haut de la rue nationale. Il ouvrira ses portes au printemps 2015, un chantier qui s'inscrit dans le grand projet de transformation du haut de la rue nationale, qui accueillera bientôt 2 hôtels, des commerces et des logements. Dans la lumière de l'impressionnisme, le peintre Édouard de Baponsan mis à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Tours, peintre français de la fin du 19e siècle, qui a d'ailleurs vécu à Nazelles, près d'Amboise. Le musée possédait déjà une vingtaine de ses œuvres et souhaite partager aujourd'hui le travail de l'artiste avec les visiteurs. Anaïs Michaud. Né à Toulouse, Édouard de Baponsan se fait un nom grâce à ses scènes champêtres naturalistes. Puis il devient à la fin du 19e siècle peintre officiel et immortalise de grandes personnalités parisiennes. Mais l'année 1898 marque un véritable tournant dans sa carrière. Dans l'affaire Dreyfus, il va prendre position de manière ferme, favorablement pour Dreyfus, avec ce tableau très emblématique dans l'œuvre de Baponsan qui s'intitule « La vérité sortant du puits ». Et c'est un point de rupture pour de Baponsan, puisqu'une grande partie de sa clientèle parisienne va lui tourner le dos, mais une partie également de sa famille. Et c'est la raison pour laquelle il va choisir de quitter Paris et de venir s'installer au calme en quelque sorte, loin de tous ces tumultes créés par l'affaire Dreyfus. Donc il s'installe donc définitivement en quelque sorte à Nazelles. Il réalise en Touraine principalement des tableaux intimes, pour la plupart d'ailleurs toujours propriété de la famille. On y voit par exemple son épouse faisant la sieste sur la terrasse. Beaucoup de paysages aussi, marqués par une manière de peindre beaucoup plus libre, avec une touche rapide et enlevée, proche de l'impressionnisme. Évidemment, sans doute a-t-il été séduit par la lumière ligérienne si célèbre. Parfois, on a des tons qui sont un peu mauves, un peu bleutés, et on voit notamment dans ces vues de Loire, dans la salle à côté, nous avons quelques tableaux qui représentent les bancs de sable, qui sont changeants, comme on le sait bien. Et il a su capter ça avec beaucoup de vérité, avec quelques petits coups de pinceau comme cela. Le musée des Beaux-Arts de Tours rend donc un hommage tout naturel à cet artiste qui avait fait de la Touraine sa terre de cœur. Sa famille y est d'ailleurs restée et Olivier Debré, à qui sera dédié le futur centre de création contemporaine, n'est autre que le petit-fils d'Édouard de Baponsan. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le conseiller général UDI Jean-Yves Couteau nous rejoint sur ce plateau. Il est l'invité de la rédaction ce soir.